20 minutes pour nous parler un petit peu de votre rencontre avec Jean Mallory. C'est ça. Moi, je vais simplement relater ma rencontre avec Jean Mallory. C'était déjà il y a à peu près 6 ans. Et mon éditeur me téléphone un vendredi, il me dit, voilà, est-ce que tu connais Jean Mallory? Alors je dis oui, j'avais lu Les Rois de Tulé, mais il y avait de ça peut-être 15 ans. Et il dit, ben voilà, si ça t'intéresse, on va faire une bande dessinée sur Jean Mallory, on le voit mardi. Mardi, je me suis précipité à une librairie pour trouver le dernier livre de Mallory pour avoir quelque chose un peu de substance en face de lui, quoi. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle, peut-être vous le connaissez, s'appelle Lettre à un Inuit de l'an 2022, qui est une sorte de manifeste écologique. Et j'aime beaucoup les synchronicités, et en l'occurrence, je lis ce livre, et dans le livre, il faisait allusion à 2 reprises à un écrivain qui s'appelle Jacques Brosse, qui a écrit plusieurs bouquins sur l'écologie, etc., mais aussi sur le zen, parce que Jacques Brosse était moine zen, écrivain et moine zen. Et c'est Jacques Brosse qui m'avait initié au zen, et j'avais pratiqué avec lui 6 ans, et j'étais devenu ami avec lui. Et donc, on rencontre Jean Mallory, le fameux mardi. Alors, Jean Mallory, il était grand, imposant, une sorte d'autorité naturelle comme ça, et puis surtout un puits de science, quoi, géologue, géomorphologie, glaciologue, ethnologue, il y a tous les logs possibles et inimaginables. Et puis donc quand Jean Mallory parle, on ne l'interrompt pas parce qu'il avait un phrasé lent mais fécond. Tout ce qu'il racontait était passionnant, donc on écoute. On a passé 4 heures avec lui. Et moi qui suis d'habitude assez bavard, je crois que j'ai dû avoir l'occasion de dire 2-3 mots. Et notamment, à un moment donné, au bout de 2 heures, il boit un petit verre de Porto, parce qu'il avait un petit foulard, il était très vieille France, etc. Et il me dit, et pendant qu'il boit son petit verre de Porto, j'en profite tout de suite pour lui dire, mais vous faites allusion à Jacques Brosse, vous le connaissiez? Alors il me dit, c'était un ami. Je dis, ah, très bien. J'étais ami aussi avec lui, et c'est Jacques Brosse qui m'a initié au zen. Il me regarde, il dit, vous m'êtes très sympathique. Bon. Je commençais à avoir une sorte de début d'adoubement, quand même, hein. Et puis la conversation se poursuit, encore 1 heure, où il nous raconte des tas de choses sur les Inuits. C'était passionnant de toute façon. Et c'est vrai que par la suite, d'ailleurs, quand l'album est sorti, on n'a pas pu faire réellement d'interviews avec Jacques Brosse, etc., parce que les journalistes disent, pour eux, c'est toujours très court. Et Jean Mallory, il vit pas dans le même temps, donc c'était impossible de l'interviewer parce que quand il était parti, il en avait pour 1 heure, donc il a fait très peu d'interviews. Et donc peut-être 1 heure encore après, il reboit un petit verre de Porto et j'en profite tout de suite pour glisser une petite chose. J'ai dit mais vous parlez beaucoup des Inuits et de ce qu'ils appellent l'esprit cosmologique des Inuits, c'est-à-dire leur capacité à être dans l'unité avec tous les mouvements du cosmos, c'est-à-dire que ce soit les mouvements de la glace, le temps qu'il va faire, etc. Et ça m'intéressait beaucoup et je lui dis mais ce que vous appelez l'esprit cosmologique, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle dans le zen l'esprit vaste. Et là, il me regarde et il me dit, vous êtes l'homme de la situation. Adoubement total, parce que ça n'a pas été facile, parce que d'une certaine manière, Jean Mallory, la bande dessinée pour lui, c'était quelque chose d'assez lumineux, c'est pas vraiment quelque chose qu'il connaissait bien, donc il a fallu lui montrer des ouvrages, lui expliquer ce qu'on allait faire, et j'ai eu à plusieurs reprises, j'ai envoyé les éléments de mon scénario, etc., pour savoir si ça fonctionnait, etc. Mais en plus, ce que je voudrais dire, parce que je vais pas parler, je suis pas un spécialiste de l'Arctique, mais j'aime bien parler
pour moi, un scénario, c'est toujours une aventure dans tous les sens du terme, parce que on part avec quelques idées, on lit des livres, on cherche des idées. Tout ça est on a l'impression qu'on sait où on va aller, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a un rapport à l'intuition qui va peut-être nous aider, etc. Tout ça est à la fois passionnant et assez mystérieux. Et il est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur le scénario, je me suis retrouvé avec 2 livres de 800 pages, 2 livres de 300, je crois, et 4-5 bouquins normaux, etc. Et je me suis dit, mais alors j'ai commencé à potasser toute cette masse d'informations. Jean Mallory a fait 50 expéditions en Arctique, et moi, on m'avait demandé de faire un scénario en 120 pages, quoi. Et comment synthétiser toutes ces masses de connaissances, parce que tout était passionnant dans ce qu'il racontait, donc pourquoi prendre tel élément plutôt que tel autre, etc. Et j'avoue avoir été à un moment donné noyé par les informations, et honnêtement, j'ai failli abandonner le projet à au moins 2 ou 3 reprises, parce que je voyais pas ce que je pouvais faire avec toutes ces informations, que raconter, comment, etc. Pour moi, c'était pratiquement impossible finalement. Et il m'est arrivé une chose que j'ose à peine vous raconter. Je vous préviens tout de suite, je suis sain d'esprit, à peu près. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème particulier. Je pratique le zen, donc effectivement, ça a produit une sorte d'ouverture à certains phénomènes qu'on peut considérer comme irrationnels. Je suis pas un spécialiste du chamanisme, même si ça m'intéresse. Jean Mallory parlait souvent du chamanisme. Je ne sais pas quel a été son lien réel avec le chamanisme, mais lui, il appelait ça les chamans. J'ai trouvé ça m'étonnait. Hein. Il y a le chaman, hein, etc. Et à un moment donné de ce travail où j'ai failli renoncer, j'étais en train de lire, parce qu'en fait, Jean Mallory, il est parti à Tulé juste après la guerre. Il a été résistant, etc. Il était bousculé par tout ce qui s'était passé. Il avait des problèmes avec sa famille, etc. Donc, il était déjà au CNRS, et il est parti comme ça sur un coup de tête avec quelques mois de salaire en avance, sans équipement, sans rien, et il est parti parce qu'il voulait, je ne sais plus comment il l'a expliqué, il voulait, comment il avait dit ça, parce que j'ai pris quelques notes pour m'en rappeler, il voulait se retrouver dans cet endroit hors du monde habituel, quoi. Il avait dit, et il avait rencontré un pasteur luthérien qui avait dit, moi je veux vivre avec les hommes libres, en paix avec la nature, les blancs ne vont pas bien dans leur tête, je les fuis et je veux apprendre la sagesse de leur peuple. Et il est arrivé à Tulé, seul, sans équipement, avec une tente, pas grand-chose, etc. Et puis, les Inuits, eux, ils sont pas tellement ils sont dans la survie. À l'époque, ils étaient dans la survie totale, il n'y avait pas encore tout ce qui est advenu par la suite. Donc, quelqu'un vient, ils s'en occupent pas, ils sont pas nécessairement dans l'entraide, etc. Ils sont comme ils sont, mais ils sont un peu indifférents. Et en tout cas, il était à Jean Mallory là. Et à un moment donné, le pasteur luthérien est venu voir Jean Mallory. Il a dit, il y a un chaman qui est là, un chaman, comme il disait, Utak, qui sait que vous êtes là et il voudrait vous rencontrer. Parce qu'il a l'impression que vous allez avoir un rôle particulier chez les Inuits, que vous allez les aider. Et effectivement, il s'est avéré que par la suite, Jean Mallory a fait beaucoup de choses pour les Inuits. Il a fait une fondation à Saint-Pétersbourg, il a créé des centres, etc. Donc il a beaucoup aidé les Inuits. Et donc, il a convoqué, comment dirais-je, le chaman, Utak, a convoqué Jean Mallory. Donc, il est venu le voir avec le pasteur luthérien qui faisait office de traducteur. Et il raconte que, à un moment donné, le chaman est sorti de son igloo et Jean Mallory est resté à une dizaine de mètres là, et il a attendu et il a eu l'impression
dit-il, que ce chaman le passait littéralement au scanner, quoi. Et il s'avère que ils ont parlé très très peu, mais à un moment donné, donc le pasteur luthérien dit oui, voilà, Jean Malory est ethnologue, il veut aussi connaître les pierres, il est venu parce que Jean Malory était non seulement ethnologue, géomorphologue, etc., mais il était aussi éboulologue. Tout le monde sait ce que c'est l'éboulologie, quand même, j'imagine. C'est l'étude des éboulis glaciaires. Et donc, il passait des heures allongées sur une colline à étudier les éboulis glaciaires, etc. Et les Inuits l'appelaient l'homme qui parle aux pierres. Et au bout de quelques temps, le chaman lui a dit écoutez, la pierre, c'est bien, c'est notre ancêtre à tous, elle nous instruit de temps à autre, nous les Inuits, et nous savons l'entendre. Un Angakok, c'est-à-dire un chaman, s'assied sur la pierre avant d'annoncer l'avenir. Et il lui a dit une porte va s'ouvrir pour toi et tu verras ce que tu ne t'attendais pas à voir. Ce sera dur, très dur, puis les choses s'allégeront et je serai avec toi et tu sauras, tu verras et tu comprendras. Et ce qui est très étrange pour moi, parce que j'ai vécu une aventure assez particulière, c'est que je lisais ça un soir dans le lit. J'avais à ce moment-là une sorte de problème de santé qui créait des douleurs, et je prenais du tramadol, qui contient de la morphine, comme tout le monde sait. Saint Tramadol, priez pour nous. Et je prenais ce tramadol, et donc je lisais cette rencontre avec le chaman Utak et Jean Malory, et j'ai pris mon tramadol et je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve chamanique. J'ose le dire, ça reste entre nous. On dit, j'ai étudié un peu la chose après, on dit que dans l'espace chamanique, le temps n'existe pas. Il a rencontré ce chaman Utak en 1950, et au moment de cette rencontre, où ils étaient à une dizaine de mètres l'un de l'autre, j'étais présent, au-dessus d'eux, et je les voyais, et je savais que le chaman savait que j'étais là. C'est très étrange, mais ça a un sens. Et j'avais d'ailleurs ce qu'on appelle la vision chamanique, c'est-à-dire la vision à 360 degrés, ce qui est relativement pratique. À un moment donné, le chaman, je savais que je pouvais lui parler. Je lui dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et il m'a répondu, tu travailles sur le projet, donc je vais t'aider. Bon, et je me suis rendormi, etc. Et le lendemain matin, moi qui étais à deux doigts d'abandonner le projet, etc., c'était trop compliqué, etc., pour moi aussi, une porte s'est ouverte et tout est devenu facile, tout est devenu fluide, et j'ai fait le scénario de 120 pages en à peu près 10 jours, quoi. Donc, j'en tire aucune conclusion particulière. On peut l'analyser comme on veut, fantasme, chamanisme, etc., etc. Mais toujours est-il que cette expérience a été assez marquante pour moi, et elle a marqué le saut de cette histoire d'une manière tout à fait étrange. Et quand j'ai, quelque temps après, rencontré Jean Malory, je lui ai parlé de cette chose, et il m'a lancé un regard que j'ai pas bien compris. Je sais pas quel était son rapport au chamanisme, mais il m'a lancé une sorte de regard en me disant « Ok ». Donc je sais pas ce que ça voulait dire, c'était pas un adoubement, etc. Mais toujours est-il que pour moi, à chaque fois que je repense à ce scénario, à cet album que j'aime beaucoup, qu'on a travaillé ensemble avec Frédéric Biel, c'est toujours cette expérience particulière qui me revient. Et ça m'intéresse beaucoup parce que dans mon travail de scénario, je suis toujours intéressé par le lien mystérieux qu'on entretient avec ce qu'on appelle l'inspiration ou l'intuition. L'inspiration est un mystère. Dans un scénario, parfois on ne sait pas où on va, etc. On a des périodes difficiles, et parfois toujours avec une certaine détermination, une certaine volonté d'y arriver,
quelque chose se passe toujours qu'on appelle l'inspiration et qui continue à demeurer pour moi un mystère, finalement, toujours et encore maintenant, dans des scénarios qui n'ont pratiquement rien à voir avec quelque chose de mystérieux, des scénarios qui peuvent être considérés comme banals, mais il faut toujours trouver une idée. Une idée, c'est quelque chose d'étrange. Et ceci pour dire que cette expérience avec Jean Mallory, pour moi, a été déterminante à la fois pour cette histoire et aussi pour ma carrière, finalement. Voilà, donc voilà la genèse de l'histoire de Mallory. Et donc c'est Frédéric Biel qu'on a contacté pour le dessin, parce que j'avais déjà fait une histoire avec Frédéric, que peut-être vous connaissez, qui se passe dans le Vieux-Mans d'ailleurs, ça s'appelle Exauce-nous. Et il nous a semblé, à l'idée à moi, que le dessin est très intuitif, justement, et très habité de Frédéric, pouvait convenir parfaitement à cette histoire, et donc on l'a sollicité, et il a accepté, fort heureusement. Oui, alors, ma rencontre avec Jean Mallory donc date de la deuxième visite que Pierre a faite avec notre éditeur. Et donc là, cette fois-ci, je les ai accompagnés. Donc effectivement, c'était chez Jean Mallory, rue de la Sourdière à Paris, dans un très vieil appartement. Et c'était, en fait, on est resté 4 heures. Moi, j'avais quand même déjà fait quelques croquis dans un carnet. C'était peut-être ce carnet-là, d'ailleurs. J'avais fait des petits essais d'esquisses d'Inuit, et j'avais commencé à faire un petit peu des essais pour essayer de m'approprier les personnages. A priori, j'étais effectivement le dessinateur qui allait faire ce livre avec Pierre. Le scénario était écrit. Et effectivement, il y avait cette rencontre. On a effectivement bu du Porto, et en fait, à chaque fois qu'on a vu Mallory, on a bu du Porto. Voilà. Il y avait quelque chose un petit peu d'un ancien officier britannique. Il était d'origine écossaise par sa mère. Il y avait quelque chose comme ça de l'officier colonial, un peu comme ça, y compris dans l'autorité. Alors bon, évidemment, voilà, donc il nous a raconté plein de choses, effectivement. Ça a duré longtemps. On était dans sa petite bibliothèque avec le Porto. Et on était tous un peu intimidés, alors, y compris Pierre, qui n'est pas très intimidé en principe. Là, il était intimidé. Mais pas une timidité servile, une forme de respect, de curiosité, enfin voilà. Et alors pour ma part, puisque j'étais l'homme des images, à un moment donné, c'était vers la fin, parce que finalement Mallory avait dû parler pendant à peu près déjà 3 heures et quart. Notre éditeur a loupé son train ce jour-là, il a dû prendre une chambre d'hôtel. J'ai pu lui montrer quelques pages de mon carnet. Il les a regardées très attentivement. Il m'a dit, bon, les Inuits, vous les avez. Mais moi, j'ai l'air d'un boy scout, il va falloir travailler. Bon, j'en étais à 20 ans de carrière dans la bande dessinée, on m'avait jamais dit ça. Et il nous a dit après, cette bande dessinée, si elle est réussie, elle fera partie de mon œuvre, vous ne pouvez pas échouer. Oui, c'est vrai, il nous a mis la pression. Voilà. Alors, il faut dire que cet homme parlait un peu comme ça. Quand on rapporte ses propos, on est presque obligé de prendre ce ton un peu sentencieux, un peu comme ça, un petit peu martial. Et c'est effectivement ce qui va revenir, mais j'aimerais aussi retenir une chose, c'est que le soir, vers la fin de cet entretien, on a encore discuté debout dans la grande salle qui, bon, là, on s'approchait de la sortie. Notre éditeur regardait fébrilement sa montre pour savoir s'il pourrait avoir son train ou pas. Et là, il s'est mis à nous parler de la tendresse des Inuits. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans l'officier colonial. Il nous a aussi beaucoup parlé de ses parents.
d'ailleurs, quand on a travaillé sur l'album, il a tenu à nous faire passer un chapitre très particulier du livre à paraître, qui était son autobiographie de la pierre à l'âme, et où il parle de ses parents, de son père qui était quelqu'un de très très dur, et de sa mère. Effectivement, il était réfractaire au STO. Et donc il a été plus ou moins pendant la guerre banni par toute sa famille, puisqu'il pouvait causer des ennuis à ses frères, à ses oncles, enfin bon voilà. Et il avait été vraiment rejeté en fait. Et quand son père était mort déjà un petit peu avant la guerre, et quand sa mère est tombée malade, il a dû aller la voir clandestinement, en se cachant, alors qu'elle était en train de mourir. Et ce qui fait que il y a quelque chose dans cet homme très impressionnant, même quand on l'a rencontré, il avait 94 ans, et il était un tout petit peu diminué, on imagine, mais je ne sais même pas ce que pouvait dégager l'homme de 40 ou 50 ans, parce que c'était encore un colosse. Bon. Et là, il s'est mis à nous parler de tendresse, parce que il nous a parlé d'une nuit, il y a très très longtemps, donc dans les années 50, passée sous une igloo, comme il disait, c'était des chamans et des igloos au féminin. Et sous cet igloo de pierre et de terre, tout le monde dormait donc sur le même lit, sur la même couchette, sous des peaux de bêtes. Et il nous a raconté là que, à un moment donné, le chef de la famille chez qui il dormait, il était le seul blanc, hein, lui a remonté la peau de bête juste sous le cou pour ne pas que le froid rentre. Et ce geste, il nous a dit que sa mère ne l'avait jamais eu. Voilà. Oui, je me rappelle ça. Oui, c'est vrai que c'était très, très touchant, quoi. Oui. Ce colosse impressionnant, etc., qui nous parle de tendresse. Ouais. Il y avait une forme de tendresse, comme effectivement le moment où il a eu aussi des moments assez durs, lui. Et à un moment donné, il était un peu pris par les tourments. Enfin, c'était quelqu'un en même temps très, très tourmenté, et je pense jusqu'au bout. Et une nuit, il dormait aussi sous une de ses igloos. Il est sorti, en fait, et il y avait du vent, il devait faire moins 50. Enfin, c'était très, très dangereux de sortir. Et il y a un de ses compagnons inuit qui est sorti à sa suite et qui lui a montré une pierre qu'il avait dû ramasser, et il lui dit: viens, on va aller la regarder à l'intérieur. Regarder la pierre. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une façon de comprendre qu'il était mal, et qu'on allait aller regarder les pierres ensemble, là où il fait chaud. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et sinon, pour finir, pour repartir sur des choses un peu plus prosaïques, moi, après cette rencontre-là, donc avec Pierre et notre éditeur, j'étais en train de faire un autre album chez un autre éditeur à qui il fallait que je termine, donc on savait tous que je n'allais pas m'y mettre tout de suite. Et au printemps suivant, comme convenu, je l'ai recontacté, donc ce que j'avais demandé à Mallory qui me trouve des photos de lui, des photos de l'époque, parce qu'effectivement, pour qu'il n'ait pas l'air de ce fameux scout, et il savait de quoi il parlait, parce qu'il avait été scout. Hein. Bon. Et finalement, on reprend contact, je pense que je lui téléphone vers le mois d'avril suivant, et là on est en 2017. Et il me dit, bon, bref, on discute un peu. À chaque fois, je l'ai eu au téléphone dans cette période-là, avant de commencer le dessin. Ça durait toujours 20 minutes, une demi-heure, enfin voilà. Et là, je prenais des notes. Chose que je n'avais pas faite lors de cette rencontre, parce que c'était pas simple de prendre des notes. Mais là, au téléphone, j'engrangeais tout ce qu'il me disait. Et cette histoire de Boy Scout, en fait, je crois qu'il voulait se ressembler, mais pas par vanité.
il voulait qu'il y ait quelque chose dans le regard du personnage dessiné qui soit lui, qui ait une présence. Bon. Et ça, je pense qu'effectivement, il tenait finalement le dessin en haute estime. Il était lui-même, il pratiquait le pastel. Et il voulait que cette bande dessinée manifeste cette présence. Et donc, je notais des choses, effectivement, la résistance, mais quand on dit la résistance, il était réfractaire au STO, il avait 16 ans, il allait chercher en montagne des pilotes anglais, enfin c'était ça, c'était pas quelqu'un qui s'est battu, mais c'est quelqu'un qui risquait sa peau. Et donc il racontait ça, qui n'avait rien à voir, il parlait de son père, bon voilà. Et finalement, j'y suis allé une fois qu'on a convenu d'un rendez-vous, parce qu'il m'a dit un jour, bon, j'ai vos photos, mais je vais pas confier ça à la poste, il va falloir venir les chercher. Rien ne se fait facilement avec cet homme. Et donc là, j'y suis allé seul, mais j'avais bien senti qu'il était un petit peu inquiet sur le type de dessin ou le type de bande dessinée que j'allais mettre en œuvre. Et donc, je me suis entendu avec mon libraire, j'habite Évreux, mon libraire BD, et en fait, j'y suis allé avec une valise d'albums, une petite valise à roulettes remplie d'albums. Pas forcément, il y en avait 2 miens dans le tas, mais il y avait plein de choses, de style de BD qui pouvaient... bon. Et donc, quand on a pris effectivement le Porto, à un moment donné, je lui ai sorti, j'ai ouvert, et il les a regardés. Alors, il y en a plein qui l'a rejeté. Ça non. Et coup de bol, parmi celles qu'il a bien aimées, il y avait les miennes. Bon. Donc ça va. Et là, j'ai encore pris pas mal de notes et j'ai fini de comprendre. En fait, il voulait vraiment transmettre quelque chose. Et il voulait que je comprenne, moi, celui qui allait faire le dessin, il voulait que je comprenne, que je le comprenne. Et je pense que ces heures, parce que ça a duré 4 heures, et là, on n'était que tous les deux, c'est même moi qui ai servi le Porto, il voulait être compris. En fait, voilà. Je crois qu'il voulait, parce que c'est lui qui a demandé cette bande dessinée. Et il a épuisé 2 équipes d'auteurs, on le savait pas, nous. 2 équipes d'auteurs avant nous, en fait. Hein. Il voulait, et il n'avait pas du tout une vision galvaudée de la bande dessinée, une vision enfantine, une vision simplificatrice. Il avait une haute idée des arts graphiques. Et donc, il voulait qu'on soit à la hauteur, si j'ose dire. Et ce qui fait que là, à partir du moment où on a eu encore quelques petits échanges, après par téléphone, et après j'ai coupé les ponts. C'est-à-dire que j'ai fait l'album, et là, je lui ai plus du tout parlé, parce qu'il fallait que je puisse descendre dans cette histoire. Et notre grande joie avec Pierre, c'est que le livre est sorti. Mais raconte d'abord. Avant, oui. Alors, avant. Parce que voilà, il se trouve que j'ai fait tout l'album sans qu'il voie une seule planche. Parce que sinon, je savais qu'il allait, ou je sentais qu'il allait pointer chaque détail, chaque chose qui n'allait pas. Donc, on a convenu, effectivement, avec l'éditeur. Il se trouve qu'il habitait, et plutôt dans les derniers temps, il a passé ses dernières années à Dieppe là, c'était d'ailleurs l'appartement qu'il avait occupé pendant 30 ans par intermittence, qu'il était en train de quitter. Il était obligé de le quitter à plus de 95 ans. Et il avait tous ses cartons, toutes ses malles, et là j'avais l'impression de quelqu'un qui partait, d'un capitaine sur le départ, et c'est effectivement la dernière fois qu'on l'a vu. Et on lui a apporté le tas de 120 planches, et des planches de bande dessinée, c'est-à-dire des pages, les originaux, c'est quand même, c'est grand comme ça, ça faisait un paquet épais comme ça. On lui a mis les planches devant lui et on avait une petite goutte au front qui coulait comme ça. Moi 2 gouttes même. Et il les a toutes regardées attentivement, mais une à une sans rien dire. Une à une, mais comme un rabbin devant la Torah. C'était quelque chose de très méticuleux. Il s'est arrêté sur la page où on voyait son père sur son lit de mort. Et là, il nous a dit, mais vous n'êtes pas trop dur avec lui. Bon.
Non. Et je rappelle qu'il a dit une chose que toi tu pourras pas dire, mais à peu près à la page 10-15. Alors c'était compliqué parce que nous on était là silencieux, il a regardé les pages comme ça. Et à un moment donné, il prend une page comme ça, puis il regarde Frédéric et il lui dit « Vous avez beaucoup de talent. » Et alors là, ouais. on s'est détendu à ce moment-là. Je ne m'en souvenais pas. Mais si. Mais je le dis parce que tu peux pas oui, dire. Oui. En tout cas, le problème, c'est qu'il voulait garder les pages. Donc, on lui a dit que ça se passait pas comme ça, que l'éditeur en avait encore besoin. Enfin, bon, voilà. Avant, tu avais commencé par, lors de ces interruptions Porto, par lui montrer la couverture aussi. Et il a très bien réagi sur la couverture. Et effectivement, une fois que l'album a fini par sortir, là, on était au mois d'octobre 2019. Il est sorti un mois plus tard. Il a beaucoup aimé. Il a écrit un très très gentil mot à l'éditeur. Il a reçu ses albums d'auteur, en quelque sorte, et il a envoyé un message à l'éditeur qui nous a ravis. Et peut-être, je crois que je l'ai accroché. Moi aussi, je l'ai imprimé aussi. Ouais. Il a dit j'ai reçu l'album, cet album m'a beaucoup plu. Le dessinateur a parfaitement compris toutes les lumières de l'article. Quant au scénario, le scénariste ne m'a jamais trahi. Au contraire, ce livre m'a grandi. Ouais. Et pour finir, notre récompense, c'est qu'on a su après qu'il l'avait dédicacé à la Maison de la Presse de Dieppe. Oui. Lui-même, donc comme un de ses livres. Voilà. Donc c'est une histoire qui se terminait bien. Oui. Donc pour nous, ça a été effectivement une grande aventure. Oui. Une belle rencontre. Oui. Merci beaucoup.